La science CQFD, Natacha Triou. Les éditions du Diable Vauvert publient une autrice majeure, Octavia Butler, et son roman Imago. Dans l'histoire de la science-fiction, en quoi a-t-elle été pionnière ? Elle est la première autrice afro-américaine de SF. Considérée comme la mère de l'afrofuturisme, Octavia Butler n'est pas réductible à ça, ni à son seul féminisme. En 12 romans et un recueil de nouvelles, son œuvre constitue une littérature de l'oppression et de la résistance. Plusieurs fois lauréate du prestigieux prix Hugo, la NASA lui a aussi rendu hommage sur Mars. Visionnaire, dans son chef-d'œuvre La parabole du Summer de 1993, elle prophétise Trump dans un récit terriblement d'actualité, d'autant qu'il se déroule en 2024. Octavia Butler, le regard noir de la SF. Jana Debatz, bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice de science-fiction. Nous sommes également en ligne avec Marion Mazoric. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éditrice, fondatrice et directrice des éditions Diable Vauvert, où Octavia Butler figure en bonne place au rang des auteurs fondateurs de votre maison d'édition. Et nous sommes également en ligne avec Isis Labo-Caberia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice de fiction et de non-fiction, et vous êtes notamment l'autrice du roman La prophétie des sœurs serpents, paru en 2022 aux éditions Slalom. Merci à vous trois d'être avec nous en direct sur France Culture, et merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez nous suivre à toute heure en podcast sur l'appli Radio France, et également nous écouter tout en nous suivant sur X, anciennement Twitter. Chaque jour, on y publie de nombreuses ressources complémentaires. C'est tout de suite Science CQFD. Alors, en quoi Octavia Butler a-t-elle été visionnaire ? Comment une science-fiction afrofuturiste peut subvertir ce que l'on entend par le futur ou la technologie de demain? Et quel héritage laisse-t-elle derrière elle? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence par écouter sa voix. Elle répond aux questions d'une journaliste américaine en novembre 2005, 3 mois avant sa mort. C'est notre archive du jour. Vous êtes autrice de science-fiction et la façon dont vous entremêlez les questions de race, de pouvoir, de religion est assez rare. Déjà, c'est rare d'être une femme noire qui écrit de la science-fiction. Oui, c'est vrai. Quand j'ai commencé, il y avait un autre auteur afro-américain, Samuel Delany, et c'était l'un de mes professeurs. Un jour, on participait à une table ronde dans une bibliothèque. Et quelqu'un nous a demandé « Vous êtes combien à faire ça ?» Nous nous sommes regardés et nous avons répondu que nous représentions les 2/3. Il y avait un autre homme noir au Canada qui écrivait. Il a pris depuis une autre direction. Les choses vont mieux aujourd'hui, mais il fut un temps où on n'était vraiment pas nombreux. À quoi ça tient selon vous ? Je pense que c'est en partie parce que les gens imitent ce que font d'autres personnes. J'ai eu une étudiante qui est venue me voir il y a de ça plusieurs années à l'université du Michigan. C'était une jeune femme noire. Elle m'a dit « J'ai toujours aimé la science-fiction, j'ai toujours voulu en écrire, mais je ne pensais pas que nous pouvions le faire. » Elle avait peur, si elle se mettait à écrire, de ne rencontrer que des portes fermées. Et la vie est courte, alors parfois les gens ne veulent pas prendre le risque de se heurter à des portes fermées. Une amie m'a dit « Tu fais tout ça ?» Et nous avons d'abord pensé que tu étais vraiment courageuse. Mais au bout d'un moment, on s'est dit que ça n'avait pas de sens. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu faire autre chose. Voilà, Octavia Butler, qui fait partie dans les années 60-70 avec Samuel Delany, des premiers auteurs non blancs à écrire et publier de la SF aux États-Unis. Jana Debatz, est-ce que ça a beaucoup changé depuis ? Pas tellement, puisque la science-fiction reste un précaré de blancs et de blanches maintenant, puisque pendant très longtemps c'était des blancs-blancs, maintenant il y a aussi des blanches. Mais au départ, la science-fiction, c'est une littérature, on va dire, de la frontière, des pionniers, donc des colonisateurs. Et par conséquent, évidemment, les tenants de cette littérature, c'était les hommes blancs, pas forcément de 50 ans, qui la tenaient haut et fort. L'entrée fracassante de Butler et Delany dans la cour des Blancs, elle a été assez surprenante, d'autant plus que des hommes comme Harlan Ellison, un des grands fondateurs du milieu de science-fiction aux États-Unis, leur a ouvert les portes. Et ça, c'était étonnant
sauf si on considère que malgré tout, tout en étant une littérature de la frontière et de la colonisation, la science-fiction est aussi une littérature de la différence et de l'altérité. On reviendra justement sur les thématiques qui sont au cœur des romans d'Octavia Butler, mais votre réaction à vous aussi, Isis Labo-Caberia, à l'écoute de cette archive de 2005? Oui, j'ai envie de dire qu'elle est terriblement, actuelle, cette archive. Ça pourrait être finalement une conversation, qui serait tenue, aujourd'hui, en particulier dans le contexte français, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, entre-temps, il y a eu beaucoup de, nouveaux talents, afro-descendants qui ont émergé dans le milieu de la science-fiction. Je pense par exemple à N.K. Jemisin, qui a été traduite, d'ailleurs en français, les Chroniques de la Terre fracturée. Je pense à Nnedi Okorafor, qui est un autre grand talent, nigériane états-unienne, qui s'est beaucoup illustrée aussi ces dernières années dans la SF. Mais globalement, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et pour le coup, en France, on en est encore très loin, même s'il y a aussi quelques auteurs afro-français qui commencent à se démarquer. Et je suis assez d'accord sur ce que vous disiez juste avant moi par rapport au thème de la science-fiction, qui sont intrinsèquement liés à ceux de la différence, à l'altérité, etc. J'irais même plus loin en parlant de cette thématique de l'oppression structurelle, qui est centrale à la science-fiction, la thématique aussi de la résistance, de la survie, donc autant de thématiques qui sont vraiment consubstantielles de l'expérience des personnes minorisées, de l'expérience des Noirs en particulier, en Occident, aux Amériques. Donc finalement, c'est même assez étonnant et incompréhensible que des auteurs noirs et plus largement des auteurs non blancs qui viennent du Sud global n'aient pas été plus présents, plus visibles dans la littérature SF. Et puis la proportion d'auteurs issus de la diversité est toujours donc trop faible aujourd'hui. Marion Mazouri, quelle est votre réaction également à l'écoute de la voix d'Octavia Butler? Écoutez, oui, comme mes deux collègues, je dis la même chose. Évidemment, c'est complètement d'actualité. Alors, je vais parler plutôt de la France, d'abord parce que c'est ici qu'on a des responsabilités. C'est d'autant plus grave en France que ça s'est aggravé. En fait, d'ailleurs, Octavia, qui lit toutes les dominations, elle le lit très bien. Tout ça, c'est la première des exclusions. Elle est de classe. Elle est ensuite de race et de genre. Mais elle est de classe et elle a choisi la science-fiction à 12 ans, Octavia, parce que tout d'un coup, elle qui lisait beaucoup déjà à la bibliothèque, a trouvé dans la SF une littérature où on pouvait faire advenir l'impossible. C'était quoi l'impossible pour elle? C'était qu'une femme noire puisse être une héroïne de roman. Et donc elle dit très clairement dans beaucoup d'interviews qu'elle a choisi la science-fiction parce que c'était le seul domaine où on pouvait imaginer une femme à l'égal des hommes et une femme noire à l'égal des hommes. Et c'est donc sur les vertus de la science-fiction, c'est une littérature qui a une grande vertu émancipatrice, libératoire et évidemment transgressive. On le sait, ça ne veut pas dire que dans le champ de la pratique de la littérature dans nos pays, cette question, cette pratique, elle est libérée. Regardez en France, on a un système scolaire, on a un système éducatif dont l'objectif, c'est quand même de sélectionner les meilleurs en virant les moins bons. Et la sélection, elle est d'abord sociale. Et c'est ce qui fait qu'on a tant de joueurs de foot issus de la France, la vraie France, qui est un pays d'immigration depuis des siècles et donc de toutes les couleurs, avec des équipes de foot. Allez sur les terrains de foot le week-end, vous avez des Français de toutes les origines. Et par contre, en littérature, dès qu'on se regroupe, et là évidemment je ne parle pas de SF mais de littérature, on est super blanc, super middle class ou classe bourgeoise, très masculin, mais il y a beaucoup de femmes, maintenant majoritairement. Et je dirais que pour ce qui est de mon expérience, c'est plutôt en SF qu'on fait, on le voit dans les festivals, la plus belle part à la mixité de classe et même d'origine. On a quand même des écrivains en France, Michael Rock, Katie Stewart, qui sont noirs d'origine. On a, à mon avis, justement, dans la science-fiction d'aujourd'hui, qui est très traversée de justement toutes ces qualités de transgression, d'hypothèse, de critique sociale, philosophique. On a une grande diversité d'auteurs et de public qui est beaucoup moins vrai dans le domaine du livre. Regardez les émissions de télé. De toute façon, le visage de la littérature à la télévision, il suffit d'ouvrir son poste pour le regarder. Il n'est pas conforme au visage de la France. Et par contre, il est conforme au système scolaire et au système
d'organisation culturelle en France où la culture ne se partage pas. Allez par contre interroger la poésie vivante, c'est-à-dire essentiellement pour moi la plus intéressante, le hip-hop, le rap et toute la culture hip-hop. Et là, vous allez trouver donc une littérature. Je vous interromps, Marion Mazorik, parce que je vois que le sujet, en effet, on sent que vous êtes passionné par ces thématiques-là. Je vous arrête, Marion Mazorik, parce que je voudrais d'abord, avant de commencer à rentrer dans ses textes et dans son écriture, il faudrait aussi un peu parler de qui était Octavia Butler, Jana Debatz. Un petit point sur sa biographie. C'est une autrice donc, qui est née en 1947 en Californie. Elle est décédée prématurément à l'âge de 58 ans à Seattle en 2006. D'où vient-elle plus précisément? Qu'est-ce qui l'a conduit à l'écriture? Alors, c'est une jeune fille de son temps, à savoir une jeune fille noire qui sort en plein milieu des lois de Jim Crow, de ségrégation, au même instant, au même moment où Butler va commencer à devenir un écrivain reconnu. Il faut savoir que à la NASA, Katherine Johnson et Mary Jackson, elles ne pouvaient pas, elles devaient faire 1 kilomètre pour aller faire pipi, parce qu'elles n'avaient pas le droit de faire pipi au même endroit que les Blancs, dans les labos de la NASA, où pour autant, elles étaient les mathématiciennes de génie. Et ça me ramène à la question de la représentation, il faudra y revenir. C'est important, à mon avis. Et ces jeunes femmes-là sont allées vers l'espace, vers quelque chose leur a donné envie de partir. Un peu comme la première grande immigration afro-descendante, lorsqu'ils ont quitté les États du Sud pour aller dans les villes du Nord, aux États-Unis. Parce que ça devenait totalement invivable de rester dans la Bible Belt. Pour être libre, pour sortir des conditions quasi-esclavage, parce que c'était ça la grand-mère de Butler. Hein. Elle est née quasiment les 2 pieds dans l'esclavage, et sa vie, ça a été à peine de s'en sortir. Elle a appris à lire à sa fille, Octavia Margaret Butler, la mère d'Octavia. Elle lui a, et c'est ce qui a ouvert la porte à Octavia Estelle plus tard. Et ces 3 femmes-là, elles ont fait un parcours absolument exceptionnel, un parcours générationnel exceptionnel, qui fait que pendant que sa mère et sa grand-mère servaient les Blancs, la petite Octavia, elle a pu aller un peu plus loin, aller à la bibliothèque, découvrir Toni Morrison, enfin, être vraiment rentrée dans ce qu'elle a désiré être, une écrivaine, alors que sa grand-mère lui disait, ou sa tante, je ne sais plus, que ce n'était pas un destin pour une femme noire. Et elle raconte en effet que dès 10 ans, elle veut être autrice, elle se passionne très tôt pour l'astronomie, la SF. Isis Labocaberi, on peut aussi raconter, en tant qu'autrice américaine noire, on peut raconter les difficultés qu'elle a rencontrées lors de son parcours. Oui, tout à fait. Et pour le coup, en tant que moi-même étant une autrice noire, afro-française, caribéenne, martiniquaise, qui me suis retrouvée à l'âge de 20 ans à partir aux États-Unis, étudier 1 an à l'Université de Columbia. Donc là, ça a été, j'ai envie de dire, l'une des années les plus stimulantes intellectuellement et les plus émancipatrices, en fait, où je me suis sentie vraiment libre pendant mon parcours. Et donc à 20 ans, dans ma petite chambre sur le campus de Columbia, je découvre Octavia Butler. Je la découvre d'abord par Kindred. Les liens du sang en français. Voilà, Liens du sang, qui est, alors pour les auditeurs qui ne l'auraient pas lu, c'est bien dommage pour eux, mais je fais un petit résumé très rapide. C'est l'histoire d'une afro-américaine contemporaine, donc pour le coup, le livre a été écrit en 79, donc voilà, années 70, qui se retrouve à faire un voyage temporel vers le sud antebellum, donc on va dire années 1800, début 19e siècle, où elle fait la rencontre de à la fois son ancêtre femme esclavisée et de son ancêtre blanc qui était donc le maître de cette esclave qui l'a violée
Et donc, l'héroïne est issue de la lignée qui descend de ce viol. Donc à l'époque, moi, je suis étudiante en histoire. J'étudie l'histoire de l'esclavage, j'étudie les sciences sociales, j'étudie la race comme construction sociale au présent et en quoi il s'agit d'une séquelle de cette période esclavagiste. Autant de sujets que je ne peux pas étudier en France où je suis étudiante à Sciences Po Paris. Et à chaque fois qu'on parle de l'esclavage, on se sent obligé d'aller parler de l'esclavage états-unien comme si ce n'était pas une réalité française, alors même que moi-même et des millions de Français antillais, caribéens, sommes le témoignage vivant du fait que l'esclavage français, ça a été une réalité. Donc je découvre Octavia Butler et je vous laisse imaginer du coup à quel point je suis fascinée, à quel point c'est une bouffée d'air frais pour moi, à la fois de lire un roman qui parle de thématiques qui me touchent directement, par mon histoire, par aussi mes expériences dans le présent, et surtout un roman qui soit un roman dans lequel une protagoniste noire vit des aventures. Donc après, Kindred n'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'on est quand même toujours dans un thème qui tourne autour de la lutte, de l'oppression des personnes noires, de l'esclavage. Mais pour le coup, la SF écrite par des auteurs et autrices noires, l'afrofuturisme au sens large, c'est vraiment très émancipateur pour un jeune lecteur, une jeune lectrice noire, de voir des personnages qui lui ressemblent vivre des aventures extraordinaires sans être tout le temps sous cet angle de l'esclavage, du passé colonial. Ce sont des sujets dont il est très important de parler, attention. Je ne dis pas le contraire, mais c'est vrai qu'on peut se retrouver dans une dérive qui est que quand les maisons d'édition en France, par exemple, en ce moment, commencent à réaliser que c'est important de parler de ces sujets, on se retrouve dans une situation où les seuls auteurs noirs dont les voix trouvent leur place dans le milieu éditorial français, ce sont celles qui parlent de récits d'esclavage, donc toujours avec une représentation des personnes noires comme des victimes, un peu dans une sorte de trauma porn, alors que ce dont on a besoin aussi, et Octavia Butler le dit bien en parlant de l'importance de la représentation, c'est de voir des personnages noirs qui vivent toutes sortes d'aventures dans toutes sortes de registres, et en particulier des personnages noirs qui vivent des aventures dans le futur, qui donc peuvent représenter le visage de l'être humain du futur. Oui, puis Octavia Butler raconte aussi que lorsqu'elle était étudiante à l'université, son prof d'écriture créative avait donné comme conseil à la classe de ne pas utiliser de personnages noirs dans l'écriture, sauf si le fait qu'il soit noir soit central pour l'intrigue. Alors justement, quelles sont les thématiques qui traversent son œuvre? Quelle est l'originalité de la science-fiction d'Octavia Butler et sa dimension politique? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. En direct sur France Culture avec Jeanne Adobatz, Marion Mazourik et Isis Labo-Kaberia. Nous parlons de la romancière Octavia Butler, auteure iconique décédée prématurément en 2006 à l'âge de 58 ans. Elle est considérée comme une des grandes figures mères de l'afrofuturisme. Le terme est né en 1994 sous la plume de l'université Marc Derry dans son essai Black to the Future. Marion Mazourik, comment se définit l'afrofuturisme? Vous m'entendez? Oui, je vous reçois. Eh bien, alors l'afrofuturisme, finalement, c'est une appellation rétroactive, rétrospective par rapport à ce qui s'est passé. Mais il y a un moment donné où Jeanne nous a un peu synthétisé la période qui est celle de la jeunesse d'Octavia Butler. Il faut savoir que c'est le moment où va monter la voix de Martin Luther King. Puis après son assassinat, c'est le moment des émeutes et du début des grandes luttes de la fierté noire contre le racisme, pour qu'on fasse le travail de déconstruction de l'esclavage aux États-Unis, etc. Donc il faut resituer et dire qu'en fait, Octavia Butler, elle a 21 ans quand Martin Luther King est assassiné. Donc elle a vu la montée de cette protestation noire, de ces émeutes, de cette lutte politique. Elle a 25 ans en 72 quand la protestation internationale obtient la libération d'Angela Davis, qui était en prison pour une fausse accusation de terrorisme. Donc elle est complètement au fait de la question noire. Et à ce moment-là, on est dans une période où pour tous les Noirs américains, la question des racines, de l'origine, doit être absolument réappropriée, y compris les origines africaines. Et donc c'est un peu ce qu'on a appelé l'afrofuturisme. C'est toute une série d'œuvres qui émergent à ce moment-là et qui revendiquent à la fois ce mouvement de
de retrouver ses racines originelles, c'est-à-dire de reconnaître en fait qu'on est le résultat d'une population déplacée, et en même temps, dans la nationalité américaine, et dans une capacité d'émancipation, de projection dans le futur qui va rencontrer la culture technologique et la culture contemporaine. Moi, c'est aussi le moment, si vous voulez, où Bob Marley va commencer aussi à revendiquer aussi l'égalité pour les Noirs depuis la Jamaïque. Donc c'est un grand mouvement. Et rétroactivement, on se rendra compte que Octavia Butler, en fait, dès le début de son œuvre, elle nourrit complètement ce mouvement-là, et d'une façon justement qui est beaucoup plus vaste, puisque très vite avec son cycle Xénogénésis, mais dès le début avec le cycle paterniste, dont j'espère on pourra parler un petit peu, elle sort complètement de la question de l'histoire de l'esclavage qu'elle traite dans son premier succès, en fait, il y a un 200, mais ses livres, l'inspiration de ses livres va bien au-delà, parce que pour elle, la compétence de la femme noire qui est unique et qui fait que tous ces personnages de romans, toutes ces héroïnes sont des femmes noires. C'est pas parce qu'elle veut parler de femmes noires, c'est parce que les femmes noires, étant le produit d'une triple domination, la domination, donc comme on a dit, de classe, puisque évidemment elles sont filles d'esclaves, elles viennent de milieux misérables où elles sont les domestiques des blancs, et ça c'est l'enfance d'Octavia. Hein. Son père était scieur de chaussures, il est mort quand elle avait 5 ans, et sa mère était femme de ménage, et sa grand-mère également. Donc elle est d'une lignée de femmes qui ont sauvé un petit peu la famille, qui ont réussi à lui donner des moyens de subsistance, mais au prix d'un travail, d'humiliation. C'est son quotidien. Donc Octavia, elle va au contraire fabriquer des romans où ces héroïnes sont d'abord très compétentes parce qu'elles ont l'expérience de la survie. Elles ont réussi à développer tout ce qu'il faut de vertus pour à la fois résister et résilier. Elles ont la compétence de la survie et surtout elles connaissent le triple poids la triple peine de l'exploitation, et donc elles sont capables de s'en séparer, et elles sont capables d'une plus grande empathie pour le genre humain, c'est-à-dire de délaisser par exemple la vengeance. Et donc ce sont des super héroïnes et qui vont être dès le début les moteurs de la fiction chez elles, et qui vont fabriquer des personnages féminins extraordinaire, même quand on n'est pas noir. Moi, je me souviens du premier choc en lisant Butler. C'était enfin un roman qui décrit une femme non pas parce qu'elle est par les attributs que lui attribue le machisme normalement, c'est-à-dire belle, pas belle, grosse, maigre, etc. Mais ça sort complètement de là, et on a une femme dont, quand on parle de son corps, il est athlétique, il est performant, il est fluide. Et alors nous, lectrices féminines, on peut enfin s'identifier dans quelque chose de complet, et pas qui nous rapporte toujours au fait, est-ce qu'on a des seins, est-ce qu'on est un objet sexuel, etc. etc. Oui, elle parle toujours dans ses romans, principalement pour elle, de survivance des femmes. Jeanna Debat, à propos je reviens un tout petit peu sur l'afrofuturisme. Octavia Butler ne se considère pas comme afrofuturiste, elle se définit elle-même comme histo-futuriste, comme quelqu'un qui regarde vers l'avant sans tourner le dos au passé, et elle ajoute qu'il est important pour les personnes noires de ne pas oublier d'où elles viennent. Ça fait encore écho, là encore, avec son roman Les liens du sang dont on a parlé. Oui, tout à fait, mais c'est... De toute façon, elle ne peut pas se définir comme afrofuturiste, puisque le mot n'existe pas. Hein. C'est un peu comme demander à Virginia Woolf de se définir comme féministe, ça n'a pas beaucoup de sens. Son combat, qui est celui de la résilience, de la résistance, y compris par le compromis, hein, y compris par le silence, c'est pas celui du trauma porn dont parlait Isis tout à l'heure. On est dans une femme qui met en avant les capacités de passer par-dessus le traumatisme, d'aller au-delà. Et elle épargne pas ces héroïnes, Octavia Butler. Hein, pendant que Marion parlait tout à l'heure, je notais une chose, c'est que en fait, on ne sait pas à quoi elles ressemblent, à part qu'elles sont noires et athlétiques et capables de se défendre. Ces héroïnes, on ne sait pas si elles sont. En fait, le mot qui ne vient pas, c'est jolie ou belle ou séduisante. Hein. Voilà, c'est même dans le paterniste, qui est le départ de sa carrière littéraire quelque part, parce que c'est ses premiers, c'est ses b.a.-ba. L'héroïne du motif, qui pourtant est centrale dans cette histoire, on ne sait pas tellement à quoi elle ressemble, sinon qu'elle est noire. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que justement dans le paterniste,
là, Octavia fait directement référence aux racines africaines. Tous les membres du futur réseau qui va se construire dans la ville de Forsyth sont descendants des Nubiens, des Égyptiens, de Doro, une espèce de monstre vampirique en pâte qui a environ 3000 ou 4000 ans, peut-être plus que ça. Donc, elle est à la fois les pieds dans le passé, ne pas oublier qui on est, et vers l'avenir, aller plus loin que ce qui nous a construits et qui ne nous a pas détruits. Son œuvre est traversée par 2 obsessions, la survie de l'espèce humaine et l'avènement d'un nouveau fascisme. Je vous propose un extrait, une lecture de la parabole des talents. La période de grand chambardement que la presse a pris l'habitude d'appeler l'apocalypse, quand elle ne le désigne pas sous le terme plus amer d'épidémie, aurait commencé en 2015 pour s'achever en 2030. Une décennie et demie vouée au chaos. À ce jour, l'épidémie est loin d'être jugulée. Elle aurait été le résultat, ai-je lu également, de la conjonction accidentelle de 3 crises, climatique, économique et sociologique. Il serait plus juste de reconnaître que le drame fut la conséquence de notre refus d'apporter en temps voulu une solution aux problèmes qui nous crevaient les yeux, dans chacun des domaines concernés. Après avoir été à l'origine de ces problèmes, nous sommes restés les bras ballants, tandis qu'ils grandissaient, jusqu'à prendre les dimensions d'une catastrophe. J'ai entendu bien des gens contester cette évolution, nier notre responsabilité dans l'avènement de l'épidémie. Pour ma part, né en 1970, j'ai vécu assez longtemps pour savoir où se situe la vérité. Au lieu de pourvoir à la satisfaction d'un besoin essentiel pour le plus grand nombre, comme il se doit si l'on veut donner à la civilisation une chance de survie, j'ai vu l'enseignement se transformer peu à peu en un privilège réservé aux riches. Je suis resté passif, alors que la loi de la facilité, la recherche du profit et le laxisme légitimaient des atteintes de plus en plus graves à l'environnement. J'ai assisté à l'extinction inexorable de la pauvreté, de la faim et de la maladie. En fin de compte, les effets produits par l'épidémie furent équivalents à ceux qui auraient pu naître d'une 3e guerre mondiale. Il s'est bien trouvé, au cours de cette même période, plusieurs conflits locaux pour ensanglanter la planète, ici ou là. Il s'agissait toujours de sordides contentieux, coûteux en vie humaine et en richesse. Le prétexte invoqué, invariablement, était la défense des intérêts nationaux menacés par un voisin belliqueux. Le plus souvent, la responsabilité du déclenchement des hostilités incombait à des chefs incompétents, incapables de résoudre leurs problèmes intérieurs et ne disposant d'aucune autre solution de rechange pour conjurer un puissant échec électoral ou éviter de graves troubles sociaux. Ces canailles savaient pouvoir réveiller la fibre patriotique de leurs concitoyens en flattant chez eux quelques misérables points faibles tels que la peur, la haine et la rapacité. Voilà la parabole des talents parue en 1998 qui raconte ce qu'il s'est passé dans le premier volet, la parabole des semeurs, parue en 93 en anglais. Marion Mazurik, la parabole des semeurs, c'est le chef-d'œuvre d'Octavia Butler. Aujourd'hui, c'est un roman qui nous saute au visage comme un grand message d'urgence. Oui, écoutez, vous avez vu l'extrait que vous lisez, si on le replace aujourd'hui seulement, il est d'une... Enfin, c'est une pensée très pénétrante et vous voyez, ce qui est intéressant dans cette pensée, c'est la façon dont elle lit tout, à la fois, en l'occurrence, l'épidémie, c'est-à-dire toutes les causes qui aujourd'hui nous sautent au visage de danger pour la vie humaine et pour le vivant tout simplement sur la planète, c'est-à-dire à la fois le pouvoir. Elle commence d'ailleurs par l'inégalité sociale, c'est-à-dire que l'inégalité sociale, c'est pas seulement parce qu'elle est les filles de pauvres et qu'elle parle au nom des pauvres, c'est que ça gangrène la société, l'inégalité sociale, une société fondée sur des riches et des pauvres. C'est la première cause de la faillite d'une civilisation humaine pour Butler. Le rapport au vivant, de prédation toujours, et
Donc c'est ce qui fait. Et puis en fait la rapacité politique, la hiérarchie politique. Et c'est vrai que ces deux paraboles, la parabole du chemin et la parabole du talent, elles nous font un portrait concentré des causes qui aujourd'hui nous explosent au visage et qui font que le monde entier est inquiet, y compris sur les conflits actuels, les conflits militaires, armés. Donc il y a cet effet de loupe, si vous voulez, sur le monde actuel qui fait que ce livre écrit, et ces deux livres écrits il y a 40 ans sont d'une actualité incroyable. Et Octavia Butler, en effet, les inégalités sociales qui sont au cœur de ce roman, mais Octavia Butler dit aussi le réchauffement climatique est un personnage du roman. Il représente la raison pour laquelle les protagonistes ont tant de difficultés avec l'eau. La couleur de peau ne présente pas le souci principal de mes protagonistes. Ils subissent tant de problèmes que les enjeux raciaux sont à la marge. Isis Labo-Caberia. Isis Labo-Caberia, vous ne nous recevez plus, j'ai l'impression. On vous voit par Skype. Je crois qu'on a perdu... Si, vous m'entendez? Ça a sauté. Je n'ai pas bien entendu votre question. En fait, pour remettre aussi en contexte comment justement le rapport à la nature et à l'écologie, ce sont aussi des thématiques qui sont centrales dans l'œuvre d'Octavia Butler. Oui, effectivement. Moi, ce que ça m'évoque, alors c'est peut-être un peu à côté du sujet, mais Octavia Butler, elle est absolument obsédée par tout ce qui touche aux thématiques d'hybridation. Donc finalement, j'ai l'impression que c'est un petit peu... Alors je ne sais pas si on pourrait dire que c'est de l'antispécisme avant l'heure, mais elle a toute une réflexion, donc à la fois sur la race, le genre, elle vient complètement jouer avec ces catégories, puisque... par exemple, dans Bloodchild, elle imagine une société dans le futur, dans l'espace, où les humains vivent avec une espèce alien, dans une espèce de symbiose plus ou moins consentie. Et puis, on a donc les mâles humains qui sont fécondés par des femelles de cette espèce extraterrestre. Donc, elle va mettre en place toute une histoire assez horrifique qui montre à quel point ces mâles humains sont exploités dans une violence reproductive. Donc elle vient reproduire des logiques d'oppression de genre qui existent réellement dans l'histoire humaine, en particulier dans l'histoire des femmes noires esclavisées, mais cette fois en mettant les hommes à la place des femmes, finalement. Et elle fait un petit peu le même genre de travail de floutage de catégories en ce qui concerne l'espèce humaine même qui se retrouve pour survivre à devoir s'hybrider, se mélanger avec des espèces non humaines et donc notamment extraterrestres. Donc je trouve que c'est assez ambigu, c'est vraiment passionnant, ça pose beaucoup de questions. Assez ambigu, comme c'est souvent le cas en fait dans l'œuvre de Butler, puisque elle aime beaucoup être dans la non-dualité. Même quand elle montre la résistance, elle montre aussi la nécessité de s'accommoder face à l'oppresseur. Même quand elle montre des héroïnes qui se lèvent face à l'oppression, ces héroïnes, elles sont aussi parfois moralement grises. Il y a des choix, des sacrifices qui doivent être faits par les opprimés dans leur lutte. Donc oui, je pense que c'est ce qui est assez fascinant dans l'œuvre de Butler, c'est toute cette complexité-là, je pense. Jeanne de Batte. Bien, la hiérarchie et le renversement de la hiérarchie comme péché originel de l'humanité, en fait. Les mises en place de domination, ça c'est clair que c'est un thème central chez Butler. Et le fait est que, comme il dit, je suis d'accord, ces héroïnes sont pratiquement toujours dans la zone grise. Que ce soit en termes d'utilisation de la hiérarchie à leur propre compte. Parce qu'il y a un moment où il faut qu'elles prennent le pouvoir pour amener les gens vers la libération, vers l'altérité, vers l'arrêt définitif des relations hiérarchiques. Il y a un moment où il faut qu'elles entrent là-dedans. Il y a le moment où elles acceptent des compromis à titre personnel. Et des compromis graves qui résonnent de nos jours. Par exemple, je pense à Paterniste, mais aussi dans Xénogénésis, on a des héroïnes qui vont accepter le viol, qui vont non seulement accepter le viol, mais avoir une relation affective forte avec le violeur, qu'elles vont renier ou pas. Dans le motif, elle tue l'agresseur de base, mais l'homme qu'on l'a forcé d'épouser, elle va le garder jusqu'à la fin, alors que c'est un violeur aussi. Et en plus, il est blanc. Donc, on est vraiment toujours dans
En fait, elle est dans la réelle politique, Octavia Butler. Elle ne pense pas que, une fois que le Messie est arrivé et H a ouvert la mer Rouge pour le peuple élu, tout va bien se passer de l'autre côté de la mer. Elle pense que l'humanité étant ce qu'elle est, il faut qu'elle change, qu'elle cesse d'avoir ces rapports de domination et de hiérarchie, et que ça, seule l'hybridation peut le lui apporter. Il y a aussi de grands messages d'espoir dans son œuvre. On va en parler dans quelques instants. On va voir comment son œuvre, justement, continue de résonner encore aujourd'hui. Ses combats et son aura ont porté des générations d'artistes. Un univers afrofuturiste que l'on retrouve chez des pop stars comme Beyoncé. To make themselves smaller. We say to girls, you can have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful, otherwise you will threaten the man. Because I am female, I'm expected to aspire to marriage. I'm expected to make my life choices, always keeping in mind that marriage is the most important. A marriage can be a source of joy and love and mutual support. But why do we teach girls to aspire to marriage and we don't teach boys the same? We raise girls to see each other as competitors, not for jobs or for accomplishments, which I think can be a good thing, but for the attention of men. We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. You wake up, post up, round in it, flossing on it. Flawless de Beyoncé en direct sur France Culture, où l'on entendait le discours de la féministe Chimamanda Ngozi Adichie. Nous parlons d'afrofuturisme et d'afroféminisme dans l'œuvre de l'écrivaine Octavia Butler. On en parle avec nos trois invités du jour. Jana Debatz, autrice de science-fiction, Isis Labo-Caberia, autrice de fiction et de non-fiction, et Marion Mazouric, éditrice, fondatrice et directrice des éditions Au Diable Vauvert. Nous venons de voir comment Octavia Butler est devenue la première autrice afro-américaine de science-fiction qui écrit des dystopies où ces personnages se battent pour survivre et reconstruire un monde débarrassé d'inégalités sociales, raciales et sexuelles. Nous étions en train d'aborder la question de l'hybridation, décidément, je suis en difficulté aujourd'hui, de l'hybridation au sein de ces romans. Marion Mazouric, ça c'est une question qui est aussi au cœur de la trilogie Xenogenesis, publiée au Diable Vauvert, avec L'Aube en 2022, L'Initiation en 2023, et enfin Imago qui vient d'être publié en français dans votre maison. Tout à fait, c'était la dernière trilogie inédite d'Octavia Butler, c'est assez incroyable parce que c'est une de ses premières œuvres en fait. Elle l'a écrite assez tôt et c'est un cycle elle a écrit dans les années 80 et très exactement le premier sort en 87, vous voyez. Et en fait, il est d'une modernité incroyable sur beaucoup de plans. Alors, il y a celui du vivant, on parlait du vivant tout à l'heure. C'est vrai que, par exemple, le vaisseau spatial dans lequel transitent les extraterrestres, c'est un vaisseau vivant. Et donc, ces extraterrestres qui manient la génétique et qui ont une science du vivant incroyable,
ont créé des organismes vivants avec lesquels ils vivent en symbiose et qu'ils les exploitent aussi pour y compris se déplacer dans l'espace. Donc la trame de cette trilogie, c'est les humains se sont autodétruits par violence, par autodestruction violente, c'est-à-dire les hiérarchies, l'avidité, les inégalités, tout ce dont on a parlé avant, ont conduit l'humanité à sa perte. La Terre est morte empoisonnée. Et les derniers humains, donc, s'éveillent dans un vaisseau. La première qui est éveillée s'appelle Lilith, c'est-à-dire quand même un nom qui est lourd de sens dans la Bible. Il faut rappeler qu'Octavia Butler a une formation baptiste, donc c'est quand même un peu Lilith, c'est la fouteuse de merde, globalement. Et cette Lilith va devoir éveiller cette dernière colonie humaine en leur proposant le deal des geôliers, qui sont des extraterrestres absolument horribles, à tentacules, qui sont très repoussants pour des humains. Et le deal, c'est soit nous fusionnons, nous acceptons de nous mélanger avec ces extraterrestres, de mélanger nos gènes, et nous survivons, soit nous refusons, et auquel cas, ils vont nous stériliser, nous déposer sur la Terre ou sur une planète, peu importe, où on fera une colonie qui est condamnée évidemment à l'extinction. Et alors, c'est une réflexion très, très intéressante et poussée avec cet esprit dialectique qui est celui de Butler, dont Isis a parlé, qui jamais se satisfait d'une pensée manichéenne ou simple ou simpliste. Et donc, c'est 3 volumes de réflexion sur aussi la dialectique du maître et des esclaves et de ce que pourrait être la survie des humains. Et moi, je crois que donc l'hybridation avec ces extraterrestres qui représentent vraiment une altérité très difficile à aimer ou à supporter pour des humains parce qu'elle est tellement différente, eh bien l'hybridation avec eux, ce qui va être le message de Lilith, c'est quand même pour moi la métaphore de la mutation fondamentale que l'humain doit subir pour cesser de s'autodétruire et de détruire en même temps que lui tout système vivant, c'est-à-dire la planète. Mais par rapport justement à l'aspect lumineux de son écriture, Marion Mazouric, on peut dire aussi que dans son roman L'Aube de la trilogie Xénogénésis, il y a 300 occurrences du mot éveil. Oui, 272. Oh. On les a comptés parce qu'évidemment, il ne fallait pas... Enfin, quand j'ai pris conscience de ça en lisant la traduction, le texte, en plus c'était de toute façon une question de traduction parce que c'était le même verbe, woke, awakening, to wake, donc qui veut dire éveiller et qui a donné ce qui était tout à fait vrai au moment où Butler, enfin ce qui était connu au moment où Butler écrit ça, c'est l'argot woke utilisé par les mouvements noirs, justement, de libération noire, pour dire l'éveil, après Martin Luther King, etc. Et qu'aujourd'hui, c'est devenu... on parle d'Octavia Butler, là, mais c'est ce qui a fabriqué le wokisme, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec, à mon avis, le woke, l'éveil en l'occurrence, c'est l'éveil de l'humanité dans cette trilogie d'Octavia Butler, au chemin qu'elle va devoir faire sur elle-même pour se libérer de cette malédiction autodestructrice et de la violence de l'un sur l'autre et de l'un sur l'autre différent. Donc c'est au contraire un roman d'un grand humanisme. Et comme disait Jeanne tout à l'heure, le rapport est magnifique du maître à l'esclave. Lilith, finalement, elle est celle qui va accepter le deal, qui accepte d'aimer un extraterrestre, alors qu'au début, elle le trouve vraiment repoussant, et qui en même temps est profondément humaine et connaît ces questions d'esclavage elle-même. Lilith, elle est aussi une petite fille, une arrière-petite-fille d'esclave. Et donc, elle connaît ça, elle connaît tout, elle connaît y compris la résilience. Elle sait aussi, comme femme, que les femmes noires ont porté des enfants du viol et que c'est ces enfants du viol qui ont donné leurs enfants, qui se sont battus eux aussi contre l'esclavage et l'exploitation. Donc, elle connaît la complexité du monde. Et c'est pour ça que c'est si passionnant, cette trilogie. Je vais laisser parler mes copines. Je vois que Isis Labo-Caberia, vous souhaitez réagir. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec cette comparaison avec l'expérience des femmes noires pendant l'esclavage et cette violence reproductive, cette violence dont le locus principal, c'est le sexe finalement, avec cette nécessité pour survivre de devoir parfois s'accommoder
On ne peut pas être dans un héroïsme pur, finalement. Et, c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure par rapport à le réalisme politique de Butler. Mais je voulais réagir aussi sur ce que vous disiez par rapport à cette thématique de l'environnement et dans l'œuvre de Butler et à cette humanité qui doit s'hybrider pour survivre. J'ai lu récemment des notes de journal d'Octavia Butler qui ont été rendues publiques et qui sont maintenant, je crois qu'ils sont maintenant exposés dans un musée. Donc des carnets qu'elle griffonnait, et il y a cette phrase qui est assez percutante. Elle a écrit « Dependency is sexy ». Donc la dépendance est sexy. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui ressort dans toute son œuvre, c'est qu'elle essaie de casser ce mythe qui est vraiment central dans la civilisation occidentale patriarcale, qui est le mythe de l'individu absolu, l'individu qui est autonome, qui est indépendant, et qui est coupé du reste de la création, qui est coupé du reste du vivant non humain, qui se coupe de la nature, cette dualité même entre culture-nature, l'être humain versus les animaux, la nature même, en fait, c'est un concept qui est problématique, qui montre bien cette illusion de séparation. Et donc, dans ces romans où l'humain, pour survivre, n'a d'autre choix que de muter ou de s'hybrider avec des espèces non humaines, pour moi, c'est une métaphore du fait que l'être humain doit se resoumettre aux lois du vivant non humain, qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, qui parfois s'accompagnent de souffrances pour lui, qui sont amorales. Finalement, la nature est amorale, mais c'est ce qui permet à l'humain de se remettre dans le flux de la vie dont il s'est coupé, et la catastrophe écologique, elle n'est malheureusement que le résultat de cette coupure. Alors, quel est l'héritage d'Octavia Butler? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. En direct sur France Culture avec Jeanna Debatz, Marion Mazorik et Isis Labou-Kaberia, nous parlons de la romancière Octavia Butler. Nous venons de parler de la place de l'altérité dans son œuvre, de la reconnaissance et de l'acceptation de cette altérité qui est toujours au cœur de ses romans. On a vu aussi que les messages qui traversent ses textes, Butler disait d'ailleurs que tout acte d'alarme est un acte d'espoir. On n'a pas encore parlé de sa plume. Jeanna Debatz, comment vous qualifierez son écriture? Oh. Je ne vais pas vous poser une colle. Non, mais vous avez 3 heures. On peut parler d'une écriture toujours moderne. Alors, tout à fait. Alors déjà, ce qui est extrêmement surprenant, c'est que j'ai lu mes premiers romans de Butler quand ils sont sortis. J'avais donc environ 20 ans. Et la science-fiction était dans un certain état. Le monde était dans un certain état. Ils m'ont accompagné, en tout cas la série Le Paterniste, et puis au fil des nouvelles traductions qui apparaissaient, ils m'ont accompagné pratiquement toute l'existence. Ça fait partie des romans que je relis régulièrement. J'en ai besoin. C'est à la fois un feel-good et un... Parce qu'il y a du feel-good chez Butler, en fait. Il y a de l'espoir partout. Parabole du Summer, il y a même quelque chose un peu de gospel dans ce roman. C'est celui que j'aime le moins parce que la question de la foi ne m'intéresse pas en termes d'individu. Mais je l'ai beaucoup aimé quand même, mais c'est celui que j'aime le moins. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on peut relire. Là, on peut lire Butler en n'ayant pas du tout l'idée que ça a été écrit il y a 30 ans ou 40 ans. Parce qu'elle a d'abord une modernité de style qui parfois est contrebalancée par les vieilles traductions, mais qui est très forte. Et puis ensuite, parce qu'elle a une modernité de vision qui ne s'est jamais démentie. Et ça serait dommage, malgré tout, de réduire Butler à son côté prédictif, parce qu'en fait, ce qu'elle nous prédit, c'est le 19e siècle qu'on est en train de se prendre sur la figure. Donc, elle avait toutes les raisons de le voir arriver. Malgré le fait qu'elle a grandi dans un moment de grand espoir pour les afro-descendants américains. La lutte pour les droits civiques était en train de fonctionner quand même à un moment. Ils pouvaient rêver un petit peu
Mais c'est pas duré longtemps, hein. Je pense que Martin Luther King s'est jamais fait d'illusions. Mais en tout cas, ce qui est clair chez Butler, c'est que malgré tout, elle laisse toujours une porte ouverte vers la vie, vers le changement, vers cette hybridation qui est au cœur de son histoire. On arrive à la fin de cette émission, Isis Labo-Caberia. Vous êtes spécialisée sur l'histoire de l'esclavage colonial transatlantique. Votre roman historique, La prophétie des sœurs serpents, est très documenté, comme Les liens du sang de Butler. Quel est le regard, rapidement, que vous portez sur l'écriture de cette écrivaine et à quel point elle vous a nourri ? Mon roman La prophétie des sœurs serpents, c'est très directement inspiré de Kindred et je dirais même que je l'ai écrit comme un hommage à Butler, parce qu'il y a aussi dans mon roman cette intrigue de voyage temporel vers le passé d'une jeune femme d'aujourd'hui qui va à la rencontre de ses ancêtres, même si je pense que je suis beaucoup moins pessimiste que Butler, que pour le coup, contrairement à Jeanne, moi j'ai un petit peu du mal à voir cet espoir dans les romans de Butler. Je pense qu'elle est très avant-gardiste, Butler, jusqu'à aujourd'hui. Et là, je vous rejoins là-dessus. On ne dirait pas que ça a été écrit il y a 30-40 ans. Et je trouve que ça a vraiment été une pionnière. Et quand je vois aujourd'hui l'état de la littérature afrofuturiste, je pense que... Je parlais tout à l'heure de Nnedi Okorafor en début d'émission. C'est une autrice dont on n'a pas eu le temps de parler, je trouve que c'est dommage. Mais juste pour vous donner une petite anecdote, elle a ce roman qui s'appelle Binti, dans lequel on est, donc dans le futur, on a une jeune femme Imba. Donc c'est un peuple d'Afrique australe, de Namibie, un peuple autochtone qui vit encore aujourd'hui selon ses traditions ancestrales, qui a été très peu contacté par la colonisation européenne. Et donc cette jeune fille qui vit des aventures intergalactiques, qui se bat contre des extraterrestres dans une soucoupe volante et qui utilise en fait des objets rituels Imba traditionnels pour combattre les extraterrestres. Donc je trouve que c'est hyper intéressant de voir comment l'afrofuturisme, grâce à Octavia Butler et aussi grâce à des auteurs plus contemporains comme Okorafor, vient complètement questionner ce qui est la science, ce qui est la technologie. Il y a vraiment une réflexion épistémologique en fait, puisque on a une technologie ancestrale Imba qui est considérée comme cette technologie futuriste qui vient sauver l'humanité. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs à écouter un épisode de la méthode scientifique Afrique, Retour vers le futur. Nous avons consacré justement un épisode sur ce roman qui montre bien en effet comment ces écritures-là interrogent directement la modernité occidentale. Pour finir, vraiment c'est le mot de la fin, Jana Debat. La NASA donc, a rendu hommage à cette autrice. Le site d'atterrissage du rover Perseverance sur Mars porte donc son nom. L'œuvre d'Octavia Butler incarne la notion de persévérance, même dans sa forme. Ah, totalement. Ces héroïnes ne cessent de persévérer, d'entreprendre, et même sans espérer de continuer à entreprendre. Elles ne s'arrêtent que mortes. Et même après, alors ça c'est particulièrement évident dans la parabole des talents, même après elles continuent à persévérer. Dans leurs filles, même si leurs filles éventuellement en veulent aux mères, Quand je suis tombée sur Butler petite, j'ai pas vu du tout la problématique colonialiste parce qu'on ne l'enseignait pas à l'école. Il a fallu que je le découvre toute seule, ça. Mais en tant que femme, pour moi, ça a été une véritable révélation, ça. C'était possible. Dans quelques instants, on vous parle de toute autre chose avec la chronique Avec Science, mais pour prolonger cette écoute, je vous invite, chers auditeurs, à vous procurer quelques lectures. Votre roman Isis Labo-Caberia, La prophétie des sœurs serpents, paru chez Slalom en 2022, et également à vous procurer le numéro 108 de la revue Bifrost, qui est entièrement consacré à Octavia Butler. Il est temps à présent de retrouver Alexandra Delbo, c'est la chronique Avec Science.